Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mes livres lus. Donc c'est un bilan lecture qui est quand même assez conséquent puisqu'il englobe le mois de mai, juin, juillet et août. À la base, c'était prévu que je fasse uniquement une sorte de bilan de l'été avec mes lectures que j'ai lues durant l'été. Et je me suis rendu compte en récupérant ma pile de livres lus que j'avais mis de côté du coup, que je vous avais pas présenté ceux que j'ai lus au mois de mai en fait finalement, donc je me retrouve avec beaucoup plus de lectures à vous présenter. Aujourd'hui, je suis sur environ 50 livres à vous présenter. Il y en a certains c'est des sagas, donc tout est condensé ensemble, notamment du côté manga, mais c'est vrai que ça fait énormément d'un coup. Donc je pense que la vidéo durera un peu plus longtemps. En tout cas, j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, notamment les romans, ça va tourner quand même beaucoup au niveau des contes interdits, mais il y a quand même quelques sagas qui sont terminées dont je vais pouvoir vous parler. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Allez, étant donné que j'ai moins de romans, je vais commencer par les romans et par les contes interdits du coup. Alors j'en ai 4 comme ça en physique et le reste c'est des e-books que j'ai lus du coup sur ma liseuse, donc je pourrais pas vous présenter en physique, mais que je compte de toute manière acheter en seconde main après par la suite pour compléter ma collection. Donc des contes interdits, j'en ai lu beaucoup, notamment parce que j'avais envie de vous reproposer en fait des vidéos duologie en fait sur les contes interdits, où je vous parle en fait de 2 contes interdits en même temps. Donc le premier que j'ai lu c'est La Belle au bois dormant de L.P. Sicard, qui est comme ceci. C'était un passage obligé pour moi, et notamment du coup après avoir lu Le Petit Prince, puisque normalement Le Petit Prince se lit en fait tout à la fin, et vous êtes censé commencer par La Belle au bois dormant, puis lire Dr. Ward et ensuite Le Petit Prince. J'ai fait tout dans le désordre, mais j'ai tellement aimé Le Petit Prince que je me suis dit je suis obligée de lire La Belle au bois dormant. J'ai beaucoup aimé, c'est un conte interdit que je trouve vraiment hyper cool. Du coup vous avez vu ma vidéo classement des contes interdits que je vous mets juste ici, que j'ai fait cet été, et il en fait pas partie du coup parce que je l'avais pas lu avant de partir, mais il est hyper bien. J'ai beaucoup aimé, le personnage d'Aurore est hyper cool parce que durant tout le livre on le voit évoluer dans tout ce qu'elle peut avoir, notamment au niveau du coup de ses troubles, et c'était hyper intéressant à découvrir et ça donnait du coup vraiment envie de regarder du côté de Dr. Ward ce qui se passait, puisque du coup c'est un personnage secondaire et c'est le spin-off de La Belle au bois dormant que je lirai probablement un jour et dont je vous reparlerai en vidéo. C'est pareil pour tous les contes interdits que je vais vous présenter, je vous les présente en physique, mais je viendrai à vous faire des vidéos duologie, du coup c'est déjà prêt quoi. Il reste plus qu'à filmer, ça c'est autre chose. Deuxième conte interdit, c'est un Sylvain Johnson et cette fois-ci c'est La Petite Sirène comme ceci. Alors Sylvain Johnson, si vous connaissez un petit peu mes lectures des contes interdits et si vous avez vu un petit peu ce que j'ai pensé des autres livres de Sylvain Johnson, j'ai un peu du mal globalement avec sa plume. Il a écrit notamment Cendrillon que j'avais... En fait, ces lectures, c'est pas des lectures que je n'aime pas, mais c'est des lectures où... Voilà, j'ai lu parce que je devais le lire, parce que je l'avais commencé. Maintenant, c'était pas non plus des gros coups de cœur ou des lectures que je trouvais marquantes. Et là, pour le coup, ça s'est un peu mieux passé. Même si l'écriture, moi, je la trouve toujours un petit peu particulière et que j'ai vraiment du mal avec son écriture, j'ai quand même trouvé que c'était un bon conte interdit. Notamment parce qu'ici, on se situe dans un freak show et que du coup, on a donc le personnage de Angel ou Angela, je sais plus trop, qui est donc du coup notre petite sirène et qui du coup fait partie d'un cirque freak show et doit un petit peu amuser la galerie. Elle est pas trop fan de cette place qu'elle obtient, mais du coup on suit en fait tout ça, et on suit aussi également du coup le personnage secondaire de Henry qui est le spin-off de La Petite Sirène que j'ai beaucoup aimé, c'est le garçon Omar, et j'ai vraiment hâte de lire du coup le spin-off parce que j'ai bien aimé La Petite Sirène. Ça fait pas partie de mes préférés, ça a pas été un énorme coup de cœur comme La Belle au bois dormant par exemple, c'est une lecture que j'ai bien aimé faire et c'est vrai que par rapport aux autres Sylvain Johnson que j'ai pu lire, ça reste quand même mon préféré. On passe ensuite à un Gabriel Thériault, je crois que c'est un des seuls qu'il a fait avec le spin-off qui s'appelle Vorace. Du coup c'est La Chasse-Galerie comme ceci. Alors La Chasse-Galerie, je m'étais dit je vais le garder pour l'hiver parce que toute l'ambiance fait vraiment hivernale et tout, je m'étais dit ça va être super chouette, et finalement en fait je l'ai lu en plein été, en pleine chaleur, et j'ai bien aimé ma lecture. On est quand même sur un thème que moi je trouve hyper cool. Après faut aimer évidemment, je peux pas vous donner le thème parce que du coup vous le découvrez dans le livre, mais moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très bien, il se lisait très facilement, il n'y avait pas spécialement de difficulté de lecture, donc celui-ci aussi fait partie des livres que j'ai plutôt bien aimé. Je referai un classement du coup quand j'aurai terminé tous les contes interdits à lire, il m'en reste encore vraiment beaucoup, mais en tous les cas j'ai vraiment bien aimé le découvrir, et je vais vous parler juste après du coup de Casse-Noisette que j'ai lu juste après. Je vous mets une photo juste ici parce que je l'ai pas en physique. Alors Casse-Noisette, on est plutôt sur, je trouve, un conte interdit qui fait
beaucoup référence, enfin en tout cas qui a les mêmes empreintes d'écriture que les thrillers, donc c'est-à-dire où on va avoir quelqu'un qui va commettre des méfaits, etc. Et on va un petit peu suivre ça. C'est vraiment pas un conte interdit que j'ai spécialement trop aimé. Moi je le trouve assez moyen. C'est écrit par Sylvain Johnson. On va croire que j'ai vraiment un problème à force avec lui. Genre j'ai vraiment trouvé en fait qu'il y avait trop cette empreinte thriller, et moi j'aime bien les thrillers de temps en temps, mais c'est vraiment un truc que je trouve facile d'avoir une overdose, les thrillers, parce que ça se ressemble toujours plus ou moins, c'est à peu près toujours la même facilité d'écriture, on est toujours un petit peu sur la même ambiance et tout. Donc c'est vrai que les thrillers c'est sympa de temps en temps, mais si vous en enchaînez trop à la suite, je trouve que c'est un peu lourd. Là pour le coup, moi ce conte interdit là, j'ai pas trop... J'ai bien aimé on va dire la globalité de l'histoire et l'histoire de fond surtout, dont on parle un petit peu, avec notamment du coup un personnage qui a disparu. Cette tournure là sur ce personnage là je l'ai trouvé hyper intéressante, mais c'est vrai que dans la globalité en fait j'ai pas trop accroché. C'est un conte interdit qui est quand même très gore. Là on est vraiment sur du gore pur et dur, avec notamment des scènes de violence qui sont assez importantes quand même. Je vous ai pas fait trigger warning pour les autres, je vous les referai en fait vraiment quand je parlerai plus en profondeur de ces contes là, mais c'est vrai que selon moi ça manquait un petit peu de quelque chose. Les personnages manquaient de personnalité, l'histoire manquait d'entrain on va dire, l'histoire de fond était bonne, mais c'est vrai que l'histoire qui était en surface était vachement tournée de manière à combler, j'avais l'impression, et du coup forcément pour moi ça a bloqué à certains endroits, mais c'est quand même une bonne lecture on va dire à faire, mais il faut pas s'attendre à grand chose je pense. À mon avis, comme je venais de finir, enfin que je venais de lire des contes interdits que j'aimais beaucoup, il y a eu ça aussi qui a joué, et aussi le fait que malheureusement j'ai beaucoup de mal avec Sylvain Johnson. D'ailleurs je vous avais pas dit, mais j'avais commencé un Sylvain Johnson il y a quelques temps, je sais plus comment il s'appelle, je vous mets la photo juste ici, c'était Noël Sanglant je crois. Je l'ai jamais terminé parce que j'ai vraiment trop de mal en fait, et j'arrive pas du tout à rentrer dans les histoires. Pour moi c'est... Je sais pas, j'ai du mal avec la construction des histoires, et pour le coup voilà, ça ne le fait pas trop avec Sylvain Johnson. Ça n'empêche que c'est un très bon auteur hein, quand même, je le précise. Pour le coup moi ça l'a pas vraiment trop fait sur celui-ci. Dernier conte interdit en physique, après je passe à un numérique, c'est évidemment, il fallait que je le lise, c'est Hansel et Gretel de Ivan Godbout, que voilà, j'avais acheté sur un coup de chance. Franchement c'était un coup de chance abominable, genre j'ai jamais eu autant de chance de toute ma vie. Ce livre là, donc la version reliée comme ça, enfin même la version classique souple. La version souple c'est même pas la peine de réfléchir, mais la version reliée est quand même très compliquée à trouver. C'est la deuxième édition puisque vous le savez il y a eu toute une polémique autour du livre. Voilà, je voulais le lire justement pour avoir du coup ma propre opinion sur le sujet. Comme j'ai déjà quelques contes interdits dans les pattes on va dire, je suis plus ou moins habituée à la construction des contes interdits et aux sensations que ça procure on va dire. Et du coup je voulais absolument le lire pour comprendre un petit peu si effectivement il y avait des choses qui avaient été faites et qui étaient déplacées ou quoi. Je vous le dis les gars, franchement ce livre a rien de spécial, genre vraiment on parle quand même de violence sur les enfants, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte avant de lancer la lecture. Honnêtement ce livre a reçu un procès hein, les gars, je ne comprends pas pourquoi. Si je dois dire quelque chose, je pense que par exemple la chasse-galerie, c'est ce livre-ci, est pire que celui-là, parce que certes il y a des violences sur les enfants, on est quand même bon sur des violences assez conséquentes sur des enfants, ça on est d'accord, mais je veux dire il m'a pas choqué plus que ça. J'ai pas spécialement de sensibilité envers les violences sur les enfants, moi ce qui me touche le plus c'est les violences sur les animaux, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais honnêtement je l'ai vraiment pas trouvé pire que ça. Je trouve que même, bon au niveau de ce que j'ai pensé du livre quand même, parce que c'est le plus important, en termes d'écriture, Ivan Godbout, j'en ai pas lu énormément, j'ai lu uniquement le Bonhomme 7 heures, et le Bonhomme 7 heures j'avais pas trop aimé, parce qu'on était vraiment en fait sur de l'imaginaire, on était en fait sur de la distorsion physique, et en soi c'était un conte interdit que j'avais trouvé un petit peu soft. Là pour le coup je retrouve bien l'écriture et le déroulé en fait de l'histoire de Ivan Godbout qui je trouve écrit très bien. Et encore une fois en fait j'ai bien aimé ma lecture, je l'ai mis 4 étoiles quand même, c'est très bon. Il y a eu tellement de pataquès autour de ce livre là que je m'attendais vraiment à être énormément choquée, je m'attendais à des scènes hyper violentes, je m'attendais vraiment à une histoire hyper trash et tout. Et en fait je pense que mes attentes étaient trop élevées du coup. Et quand je l'ai lu et que je l'ai terminé, j'étais comme ok, il y a eu un procès pour ce livre. En tant que conte interdit de base, c'est-à-dire un conte interdit que vous lisez comme ça parce que vous avez envie de le lire, il est très bon. En tant que conte interdit qui a pris un procès parce que les gens étaient choqués, je sais pas, franchement. Et sinon c'est un très bon livre que je vous conseille. Donc il y a un ordre aussi pour les lire pour celui-ci. C'est Hansel et Gretel, et après je vous mets ici l'ordre parce que je m'en rappelle jamais. Puisque de ce que j'ai compris en fait le petit poussé parlerait du petit garçon, Boucle d'or parlerait de la petite fille, et les orphelins parleraient des enfants du coup. Mais écoutez, franchement je suis très contente de l'avoir lu parce que je peux enfin mettre un mot sur tout ce qui s'est passé, et
écoutez, franchement c'était vraiment pas mérité ce procès là. Mais lisez-le, il est très très bien. Et on termine donc du coup les contes interdits avec le dernier, comme je vous ai dit, que je n'ai pas en physique, qui est le Lac des Cygnes, que je vous mets juste ici, qui est sorti je crois au mois de juin il me semble. En tout cas la version québécoise, la version française je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. En fait je regarde plus trop les versions françaises parce que je me dis je préfère les prendre en e-book quand ça sort, au moins c'est fait basta. Et après je me récupère les contes interdits en seconde main, ça me coûte moins cher. Bon vous allez dire avec l'achat du e-book ça coûte à peu près pareil, mais au moins j'ai pas besoin d'attendre. Et en plus de ça après je me rachète voilà selon mes préférences quoi. Genre là je voudrais trop acheter le Petit Prince mais il est pas prévu pour la France, je suis un peu déçue. Passons au Lac des Cygnes. Alors le Lac des Cygnes on est clairement sur un conte interdit qui se passe au Japon. Donc vous avez tout au long de ce conte interdit là une ambiance nippone, puisqu'en fait nos protagonistes sont 3 je crois, il me semble qu'ils sont 3, en tout cas il y en a 3 principaux. Et en fait ils décident de partir au Japon pour participer à une convention de cosplay, puisque ce sont des cosplayers, c'est même des influenceurs je crois. Et en fait au moment où ils vont justement arriver à cette convention là, il va y avoir une sorte de gros événement qui va les bloquer dans la convention, et tout va se dérouler justement dans cette convention là. Alors déjà moi j'ai beaucoup aimé les références au Japon, puisque je trouve que le Japon c'est un pays merveilleux et il permet vraiment de voyager. Outre ça je tenais quand même à dire que c'est José Marcotte qui l'a écrit et que forcément j'aime énormément José Marcotte. J'avais adoré La Princesse au Petit Pois, c'était mon préféré jusqu'à ce que je lise Le Petit Prince et j'avais vraiment beaucoup aimé. Là on est plutôt en fait sur un conte interdit qui va traiter en fait plus de l'aspect psychologique, des trahisons, des mensonges, enfin vraiment plus sur ce côté là, le dévouement etc. Donc on est vraiment plus sur un truc psychologique, on n'est pas vraiment sur un truc très très gore. Les contes interdits c'est souvent de toute façon soit gore soit plus psychologique, là c'est plus de la psychologie. Donc ça peut être pas mal en fait si jamais vous cherchez un conte interdit qui est quand même assez soft, ça reste un conte interdit quand même, c'est un truc un peu violent, et je veux dire c'est quand même assez soft par rapport à par exemple La Chasse-Galerie où vous êtes découpé toutes les 5 minutes. Mais sinon je trouve que c'est quand même un très très bon conte interdit. C'était le dernier à être sorti au moment où j'ai écrit la vidéo, mais sachez que du coup le dernier en date c'est Robin des Bois, que j'ai lu au mois de septembre, donc je vous en reparlerai dans la vidéo du mois de septembre. Mais j'ai préféré quand même le Lac des Cygnes en termes de livres. C'est juste pour vous donner une petite indication entre les deux. Et évidemment je vous ferai une vidéo du coup sur les contes interdits que j'ai lus, comme d'habitude une duo où c'est que je vous parle de 2 contes interdits en même temps. On passe à un petit livre que j'avais pris en boîte à livres. Je pense que vous vous rappelez quand je vous en avais parlé, enfin en tout cas moi je me rappelle vous en avoir parlé, parce que justement je m'étais dit mais ça va être incroyable. Ces petites histoires horribles à lire avant de s'endormir de Françoise Cruz, qui est comme ceci. Donc en fait c'est vraiment un tout petit livre. Moi j'avais trouvé ça sympa parce que c'est vrai que du coup avant de dormir des fois j'ai pas spécialement envie de lire des gros pavés, et je me suis dit en fait des petites histoires d'anthologie comme ça un petit peu horrifiques ça peut être sympa avant d'aller dormir. Pas du tout. Ce livre je lui ai mis 1 étoile, je pouvais pas mettre 0 du coup parce que par respect pour l'autrice. Il est vraiment mauvais. Il est vraiment mauvais, en fait les histoires n'ont ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment... Je l'ai lu parce qu'il fallait que je le lise, qu'il était pas très très long, mais honnêtement je vous le conseille vraiment pas. Si vous cherchez des petites histoires à la limite horrifiques avant d'aller dormir, soit vous prenez le manga Mes 100 contes mortels, là je vais vous en parler d'un tome, soit vous prenez rien, vous allez dormir directement et vous pensez à la vie. Ça sera déjà plus horrifique que ça, mais c'était vraiment très mauvais. J'ai vraiment pas aimé et je vous le conseille vraiment pas. On passe ensuite à un classique, on va dire, ça reste un classique. La nouvelle approche des contes merveilleux de Grimm. Voilà, donc c'est en fait un petit recueil comme ça avec justement du coup les contes des frères Grimm. Vous en avez différents à l'intérieur, je vais pas tous vous les citer, ils y sont pas tous, hein, mais vous en avez quand même pas mal. C'était sympa, ça reste quand même une lecture que je trouve plutôt facile, puisqu'on est plus sur quelque chose qu'on connaît déjà. Là c'est pareil, c'est des petites histoires qui sont quand même assez courtes, donc à la limite si vous voulez un truc avant d'aller dormir, prenez ça au lieu de prendre ça, parce que celui-là est meilleur et j'ai bien aimé. Voilà, c'était sympa, ça reste du classique, donc écoute, ça nous plaît. On passe à un livre qui a été très populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur le BookTok, mais que je n'ai pas lu. Je l'avais acheté quand il est sorti, mais je l'ai pas lu. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. J'ai un poil sur le nez qui me gêne. Donc c'est un livre qui a fait énormément parler quand il est sorti, notamment parce qu'en fait tout le monde disait qu'il était incroyable. Je l'ai acheté, j'ai acheté la version Jaspé quand même parce que les gars, trop belle. Ce qui fait que du coup je suis obligée de toutes les prendre en Jaspé maintenant. C'est un peu chiant. J'ai acheté le dernier là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai Love on the Brain aussi du coup qui est sorti en même temps en relié. Et l'autre je sais plus comment il s'appelle, c'est le jaune et violet. Bref peu importe, je suis obligée de les prendre en Jaspé maintenant, c'est chiant. Mais je ne regrette pas. Je trouve qu'il mérite son succès, honnêtement. Des fois on a des livres sur le BookTok où on est un peu en mode moyen quoi. Ça m'a fait notamment ça en fait avec la saga sur les loups du millénaire où j'avais énormément entendu parler sur les réseaux sociaux et moi j'aime bien la bitlit donc je me suis dit ça sera cool.
c'était moyen. Là pour le coup il mérite son succès de ouf, c'est une romance entre du coup ces deux petits personnages-ci. La romance elle est toute douce, on passe à la base sur du fake dating, donc bon moi j'aime bien, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, moi j'aime bien. Ça touche le domaine de la science, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand vous connaissez pas trop, mais c'est intriguant, c'est intéressant, ça happe bien on va dire. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture là et pour le coup je comprends le succès du livre parce que j'ai également trouvé que c'était un très bon livre que je vous conseille du coup si vous ne l'avez pas lu. Je suis littéralement en train de cocher les livres dont je vous ai parlé parce que sinon je me rappelle plus où j'en suis. Et ensuite il faut que je regarde dans mon carnet, que je me resitue où sont mes fiches de lecture parce que honnêtement je vous jure si j'avais pas mes fiches de lecture je pense qu'on serait bien dans la merde. Genre là par exemple je l'ai pas et je ne sais pas où je vais. Allez, dernier livre physique avant de passer à un livre numérique. Il y en a qu'un seul d'ailleurs, roman numérique. Autre les contes interdits hein, évidemment. Du coup c'est Femmes sans merci de Camilla Lackberg, comme ceci, que j'avais pris en boîte à livres. J'ai voulu le lire parce que en fait j'étais chez mes grands-parents, je devais rester quelques heures, je ne sais plus exactement combien de temps, j'avais pas pris de livre, voilà. Et dans ma bibliothèque il y avait ces livres-ci et celui-ci notamment était très fin. Donc je me suis dit, je vais le prendre, je vais le lire. C'est le premier Camilla Lackberg que je lis, donc j'ai pas de référence à vous donner par rapport à autres livres de l'autrice. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on est sur un récit avec des points de vue alternés entre différents personnages féminins. Il y en a 3 et ces 3 femmes là vivent des violences au quotidien de la part de leur mari. Alors ça peut être des violences physiques, ça peut être des violences verbales, ça peut être des violences émotionnelles et en fait elles vont être liées d'une certaine manière par justement ça, donc cette violence qu'elles subissent et également par le fait de vouloir une certaine vengeance. Donc j'ai beaucoup aimé en fait parce que du coup c'est un livre qui est hyper entraînant, j'avais hâte de lire à chaque fois et en fait chaque chapitre alterne entre les différents personnages et du coup on a vraiment envie de jamais s'arrêter et de savoir ce qui va se passer. Il est vraiment hyper bien. Franchement celui-ci je vous le conseille vraiment, j'ai trouvé vraiment génial, c'est mon premier et c'est pas mon dernier du coup parce que pour le coup j'ai trouvé l'écriture très bien, pas trop compliquée mais en même temps pas trop simple non plus, on est sur une écriture qui est classique on va dire, pas du classique hein, mais qui est classique genre une écriture normale quoi. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup bah, je vous le conseille comme je viens de vous le dire. Et on passe du coup au dernier roman que je vous affiche juste ici, c'est du coup Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. C'est le dernier tome de sa saga Seasons et du coup j'ai pu faire en fait mon petit classement dans ma tête. Je l'ai posté également sur Instagram, si jamais vous voulez aller voir je vous mets mon pseudo juste ici. Je fais des posts très souvent donc si jamais vous aimez les posts vous allez être servi. Et par conséquent du coup ça boucle la boucle. Alors là on est du coup avec Andrea et Jasmine, ils sont nos deux personnages dont on n'a pas encore entendu parler, on les a entendus très peu dans les autres tomes mais on a enfin leur histoire. On est sur du coup une romance proximité forcée qui rapproche du coup nos deux protagonistes suite à un mariage d'un ami en commun qu'ils ont et du coup ils sont un peu tous les deux obligés d'y aller, c'est des ex donc voilà c'est un petit peu tendu et on va suivre du coup ce voyage en Italie avec eux, voir un petit peu comment ça se passe et tout. Alors ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre là c'est la direction qu'a choisi l'autrice puisque en fait si on regarde bien, même si tous les livres ont un point commun qui sont donc du coup nos personnages principaux, chacun a tellement sa façon d'être lu, enfin en fait c'est tellement différent. Je pense que ce que je suis en train de vous dire ne peut être compris que par les gens qui ont lu la saga puisque voilà si jamais vous l'avez pas lu je pense que vous allez pas comprendre, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est justement en fait cette différence entre tous les livres d'une même saga. En fait elle a pas choisi la facilité et en faisant en fait vraiment des livres qui soient tous sur le même schéma en fait et qui suivent la même ligne directrice. Au contraire on est sur des livres qui ont vraiment en fait chacun leur petite personnalité on va dire, qui sont tellement distincts en fait et c'est hyper agréable parce que à chaque fois que vous en lisez un vous êtes surpris et la fin comme beaucoup m'a énormément surprise mais je pense que c'était bien de la faire de cette façon là. Je pense que justement en fait les gens s'y attendaient tellement pas et étaient tellement en fait dans une idée classée on va dire en fait une idée AEIR que en fait quand la fin arrive on est très surpris et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est quand même pas mon préféré reste toujours l'automne. Il est je pense en 3e position étant donné que j'ai énormément aimé l'automne, j'ai beaucoup apprécié le printemps. L'été était très bien et l'hiver était très bien aussi. Mais si je devais faire un classement, ce serait de cette façon-là que je les classerais. Parce que par rapport au feeling que j'ai eu, j'ai quand même préféré l'automne. Et voilà, bah, je vous recommande forcément de lire cette saga-là, qui va sortir en poche bientôt, puisque les poches sortent 1 an après les grands formats. J'ai hâte de voir comment ils vont rendre en tout petit, parce que du coup, moi j'ai lu en fait le grand de l'automne, et en fait le reste, j'ai lu que du e-book. Je m'étais dit potentiellement, je ne sais pas, peut-être que je les prendrai en petite version pour pouvoir en fait les relire et en fait les marquer quoi, les annoter, mais je sais pas, on verra. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, je trouve que c'est une saga hyper intéressante et forcément je vous conseille de la lire parce que pour moi elle vaut le détour. Allez, on passe en manga. J'en ai pas beaucoup en physique. Quand je vois ma liste de mangas que j'ai lu et mes versions physiques, je me dis waouh, on est loin quand même, on est vraiment très loin. Mais il y a quand même quelques sagas là, donc je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais juste lire d'abord les revues que je vous ai faites sur du coup ces mangas physiques et ensuite on s'attaquera du coup au numérique, ce sera beaucoup plus
simple, j'ai lu beaucoup de numérique parce que comme je suis partie en fait cet été en vacances, j'allais pas prendre non plus, là je crois que j'en ai lu une quarantaine de mangas, j'allais pas prendre 40 mangas, on est d'accord, donc j'ai préféré privilégier le numérique et puis comme ça après voilà c'est lu c'est lu. Donc bah écoutez, on va s'y attaquer. On commence du coup avec Freak Island, le fameux tome 5 qui est introuvable, que j'avais réussi en fait à avoir parce que j'avais pleuré dans les DM d'un mec. Il avait pitié de moi, il me l'avait vendu du coup tout seul. Le tome 5 c'est le tome qui est impossible à trouver, genre vraiment les gars il est hyper dur à trouver, c'est hyper frustrant parce que après l'avoir lu je peux vous dire c'est un tome très important. Genre c'est vraiment un tome hyper important, notamment pour les petits monstres là qui veulent faire la peau à tout le monde. On en apprend beaucoup sur eux. Je m'étais dit à la base, comme j'avais pas le tome 5, je m'étais dit genre je vais lire sans le tome 5. Et maintenant que je l'ai lu, je peux vous dire qu'il faut pas faire ça du tout. Faut vraiment que vous lisiez le tome 5, c'est hyper important. Donc voilà, c'est un bon tome. Après c'est vrai que par rapport aux autres tomes, je l'ai trouvé un peu moins bien parce que bon, les autres tomes je les avais vraiment adorés. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué quand vous aimez beaucoup quelque chose, quand ça arrive derrière c'est compliqué. Mais il est quand même hyper important, il est bien, mais c'est pas mon préféré du coup. Mais Freak Island reste une très bonne saga que j'essaye d'économiser du coup parce que bon, je suis au 5 et il y en a 8 qui sont sortis. Delcourt apparemment m'avait dit qu'ils avaient pas arrêté, enfin qu'ils comptaient pas l'arrêter quoi, qu'ils allaient reprendre l'édition. On n'a toujours aucune information et que ça fait depuis 2020 je crois qu'ils ont arrêté. Je sais pas où va la suite mais écoutez on ne l'a pas pour l'instant donc j'essaye d'économiser. C'est un peu comme Copélion, je vais vous parler de Copélion juste après, c'est pareil. Il y a 5 tomes je crois ou 4 et non il y a 4 tomes et le 5 on sait pas où il est. Noévé, je crois que c'est Noévé qu'elle s'appelle la maison d'édition. Je crois que ça se dit Noévé. A dit que c'était pas prévu que ce soit arrêté mais on sait pas où c'est. Ensuite, autre manga physique, on est avec Chat des rues, Hachi et Maruru, tome 4, qui est une saga que je suis assidûment. Donc on est sur un manga qui parle de chats, évidemment, donc c'est des chats des rues, et en fait on suit un petit peu, vous savez, le quotidien d'une association. Enfin là on suit quand même des chats, principalement des protagonistes principaux sont des chats. Et là sur ce tome là en fait on est plus du côté de l'association qui s'occupe des animaux errants, principalement des chats, mais je crois qu'on a déjà vu d'autres animaux dans cette association là. Et en fait notamment on voit beaucoup ce personnage là dans ce tome là. Je bégaye un peu, je suis désolée. Mais j'ai trouvé que c'était un tome qui était hyper cool parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant Chat des rues ça se concentrait plutôt du coup sur Hachi et Maruru qui sont juste ici, là. Et je trouve ça hyper important d'appuyer aussi sur le travail des soignants et c'est toujours en fait un manga qui est hyper intéressant dans la mesure où ça nous en apprend beaucoup sur les chats et du coup là ça nous en apprend beaucoup sur les associations, sur les gens qui dévouent leur vie en fait pour les chats, pour la protection des chats, pour tout ce qui touche aux chats en fait finalement. Donc c'était un tome qui était hyper intéressant, un petit peu voilà, si jamais vous êtes là juste pour les chats vous allez un peu vous ennuyer, mais moi j'ai trouvé ça hyper cool parce que forcément du coup moi j'aime beaucoup les chats et les associations c'est quelque chose de très important. Donc j'ai trouvé ça cool en fait de dédier un tome un petit peu sur ces petites personnes là qui dévouent leur vie pour nos amis à quatre pattes. On passe à Lovina. Alors on va s'attaquer du coup au tome ils disent, j'ai marqué de 1 à 4. Écoutez, là le 1 n'y est pas, je sais pas où il est, j'ai dû le foutre ailleurs. Je vais parler de Lovina en tout cas, que ce soit du 1 à 4 ou du 2 à 4, peu importe, on s'en fiche. Lovina j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, alors j'avais découvert ça puisque en fait, alors j'avais... ah oui, le 1 je l'ai lu en numérique. Parce que j'arrivais pas à le trouver, je me rappelle maintenant. Donc oui c'est du 1 à 4. Lovina, donc on est avec du coup un garçon, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus, qui en fait va voir sa grand-mère et sa grand-mère elle a une sorte de pension pour filles. Et en fait sa grand-mère est partie en voyage et donc du coup lui travaille dans cette pension là et il va du coup devoir vivre aux côtés de filles etc. Sauf que lui c'est... il a jamais trop vu de filles et tout, enfin vous savez un petit peu comment sont les personnages principaux en général dans les mangas où genre ils ont jamais vu de meuf de leur vie, ils en peuvent plus dès qu'ils en voient une. Et lui c'est pareil en fait, littéralement il a jamais été au contact trop de femmes et tout. Là il va devoir vivre avec elle, ça va être assez compliqué. Ce que j'aime beaucoup, parce que c'est pas mon genre de manga à la base, mais ce que j'aime beaucoup avec Lovina, c'est que on a vraiment un côté hyper drôle. Et en fait moi je suis, bon je lis des mangas depuis quelques années maintenant quand même. Je sais pas vous dire exactement combien de temps ça fait honnêtement, mais je veux dire j'ai pas lu de manga dans mon adolescence. Moi c'était vraiment plutôt vers mes 18-19 ans que j'ai commencé à lire des mangas. Et en fait ce que je remarque beaucoup, donc je lis en fait les vieilles sagas maintenant, ce que je remarque beaucoup, que j'ai pu remarquer aussi avec Dragon Ball, c'est qu'en fait les mangas d'époque étaient tellement plus drôles que les mangas de maintenant. On est aujourd'hui plus sur des mangas très sérieux, bon après ça dépend les thèmes que vous prenez, mais en général on est beaucoup plus sérieux. Et Dragon Ball justement ça m'avait énormément surprise parce que j'avais pas en tête le fait que Dragon Ball était drôle. Et en fait c'est hyper drôle. J'ai ma boucle qui veut pas tourner aujourd'hui. Donc ouais, j'étais vraiment très surprise de ça, j'ai beaucoup aimé Lovina. Ce côté un petit peu, vous savez, un petit peu empoté parce qu'en fait c'est vraiment un gars qui est pas spécialement attiré par les meufs, en fait vraiment il est très timide et tout, et en fait il est très maladroit, c'est à dire que par exemple il va rentrer dans une pièce pour parler à une des filles et en fait il va rentrer dans la pièce puisqu'elle est à poil quoi, ou alors il va marcher quelque part, la fille va passer devant en serviette, il va trébucher, il va tirer la serviette, elle va se foutre à poil, enfin bref, que des trucs comme ça, c'est hyper drôle et j'aime vraiment beaucoup. C'est une saga qui est terminée, je sais plus combien il y a de tomes, mais il y en a plus de 13 parce que j'ai le tome 13 en espagnol.
Il y en a plus de 13, mais c'est une saga que je continuerai parce que j'aime vraiment beaucoup Lovina. Je trouve que c'est vraiment hyper fun à lire. Et là, bah, les 3 tomes que j'ai, là, le 2, 3, 4, je crois que j'en ai 5 ou 6, il me semble, au total. C'est dès que j'avais trouvé en boîte à livres. Donc c'est hyper cool que j'ai pu trouver parce que du coup, au moins, ça m'a permis de pouvoir découvrir. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Lovina. Une saga que j'aime énormément, qui fait partie de mes sagas préférées, c'est Humanimals, évidemment. Hein, je vous ai déjà présenté le tome 1 et le tome 2. Là, on parle du tome 3 et j'ai lu le tome 4 et le tome 5 sort en novembre. J'ai grave hâte. Humanimals, le tome 3, donc déjà, premièrement, est-ce qu'on peut parler à chaque fois des couvertures qui sont mais incroyables. Genre les couvertures de Humanimals, à chaque fois j'ai hâte. Je sais que genre je regarde pas trop les couvertures japonaises parce que je veux pas trop me spoil. À chaque fois qu'un tome comme ça sort, la couverture c'est la première chose que je regarde. Je trouve ça trop beau. Bref, ce tome 3 a été vraiment très riche. C'est un des tomes les plus riches je trouve en termes d'histoire. C'est-à-dire qu'on en apprend beaucoup sur les Humanimals, mais on apprend également l'existence d'autres choses que les Humanimals et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, Humanimals c'est vraiment une saga que je vous conseille, notamment si vous aimez l'horreur. C'est pas vraiment gore, mais je sais qu'elle est réservée à un public averti. C'est pas le plus gore que vous allez pouvoir lire. Il y a certains passages maintenant, je me rappelle qu'effectivement il y a un petit peu de sang, un petit peu de découpe, mais beaucoup moins que Pumpkin Night par exemple. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. En fait, ce qu'il y a avec Humanimals que je trouve toujours très fort, je vous montre quelque chose par exemple, c'est les visages. Genre les visages des Humanimals, ils sont horribles, ils sont effrayants, enfin les gars. Littéralement, c'est effrayant. C'est toujours très malaisant, mais c'est malaisant de la bonne manière, dans la mesure où c'est qu'en fait, pour ce genre de manga là, c'est un malaise qui est voulu, en fait, et c'est tellement trop fort. Genre franchement, c'est vraiment une saga que je trouve énorme. Genre j'aime vraiment beaucoup. Tu sais que normalement on dit série, on dit pas saga. Moi je dis saga, ok, donc j'aime vraiment beaucoup Humanimals et je vous le conseille évidemment. J'ai lu le tome 4, je peux pas trop vous en dire évidemment, mais j'ai hâte le tome 5. Genre j'ai vraiment hâte le tome 5, je trouve que c'est vraiment un tome de ouf. Le tome 4 là, ils ont voulu nous faire du mal volontairement je pense. Ensuite j'ai un tome 0 que j'avais trouvé chez Cash Converter, c'est le tome 0 de Toilet Bond. Anakoken, comme ceci. Je sais plus combien je l'avais payé, mais j'avais payé très cher. En tout cas, moi ça m'avait arrangé parce que je voulais commencer ça. J'avais vu ça du coup sur les réseaux sociaux, je crois. C'est un esprit, un petit esprit des toilettes. Donc en fait, il est dans les toilettes du je sais plus combien de d'étage de l'école. Et en fait, quand vous allez le voir, il exauce des vœux, je crois. Et en fait, ce premier tome en fait est une sorte de prélude qui nous permet un petit peu de comprendre rapidement, hein, puisqu'en fait on est vraiment sur le tome 0, on n'est pas sur toute la saga. Mais ça nous permet en fait une bonne entrée en matière, je trouve, pour le manga. En tout cas, moi ça m'a vraiment donné envie de découvrir. Je trouve que ce personnage est hyper cool. Genre j'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir. Et du coup ça a un petit peu validé mon ressenti que j'avais, puisque comme je vous dis, j'avais déjà envie de lire le manga à la base. Donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et évidemment je viendrai à lire la suite, je pense. Il me semble que c'est une saga qui est terminée. En combien de tomes, je sais pas du tout. J'espère juste que c'est pas un truc en 50 tomes, ça serait très bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire la suite et j'ai trouvé que c'était très cool. Après c'est un manga, c'est pas un manga horrifique. On est d'accord. Parce que moi, mon thème de base, c'est quand même l'horreur. C'est pas un manga horrifique. Mais il est quand même très sympa, j'ai beaucoup aimé. Un peu un truc plus léger que de l'horrifique. C'est un petit peu perturbant, mais sans plus, quoi. Genre perturbant léger, quoi. Et on termine avec les physiques, avec le tome 3 de Copelion. Pareil, Copelion, j'essaye de... Comme je vous ai dit, j'essaye de ralentir, mais je peux pas créer des tomes là. Il me reste que le tome 4, donc je sais pas comment je vais faire. Il va falloir attendre. Parce que, comme je vous ai dit, donc c'est édité chez Noévé. Je sais pas comment ça se dit, Noévé. Moi, je dirais Noévé Graphics. Noévé Graphics. Peu importe. Mais du coup, ouais, c'est édité chez eux et ils ont dit que c'était pas arrêté, qu'on allait avoir le tome 5, mais ils font que le repousser, donc je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Il me reste que le tome 4, donc bah écoutez, je vais faire avec ce que j'ai, mais c'est un manga post-apocalyptique avec du coup nos Copelions, ce sont nos personnages ici féminins, il y en a 4, qui en fait se servent à... Enfin, elles sont immunisées, tout ce qui est radiation, etc. Et en fait, elles servent comme de secours pour les gens qui, du coup, sont perdus plus ou moins dans les brouillards, c'est genre comme des radiations et tout. En fait, elles servent à aller récupérer les survivants et à pouvoir les amener pour les soigner, etc. Et comme je vous dis, elles sont immunisées, donc c'est plutôt cool, ça permet d'éviter d'envoyer des humains classiques. C'est un tome qui était hyper cool. Encore une fois, je dis toujours la même chose sur Copelion parce que j'ai peur de spoil en fait, mais globalement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est sur des personnages qui ont des personnalités hyper différentes. Vous avez un personnage qui est un petit peu plus dynamique, vous en avez un qui est un petit peu plus introverti, donc c'est hyper agréable parce que je pense que du coup, on peut plus facilement se familiariser avec un personnage. Donc je trouve que c'est hyper bien si vous aimez le post-apocalyptique. L'avantage aussi de Copelion, c'est que c'est un manga qui coûte pas très cher, puisqu'en fait on est sur du 3,95, à savoir qu'un manga classique ici, Humanimals, coûte presque 9 €, je crois. Il me semble que c'est 8,03 € ou quelque chose comme ça a augmenté encore, c'est chiant. Bref, donc on est sur du post-apocalyptique, si vous aimez bien, vous pouvez peut-être aimer Copelion. Moi en tout cas j'aime bien. Après j'ai un peu peur quand même que ça tourne en rond, parce que jusqu'à maintenant, bon on apprend quelques petits trucs, mais c'est vrai qu'en termes d'histoire globale, ça tourne un peu en rond, enfin ça risque de tourner un peu en rond. Je le verrai de toute façon au tome 4
si ça tourne en rond, ça sera au tome 4 que ça se passera. Mais globalement, ça reste quand même, je trouve, un bon manga Copelium, post-apocalyptique si vous aimez bien. Allez, maintenant on passe du coup au numérique. Je vais vous mettre toujours les photos juste ici, comme ça, au moins vous verrez. Et je vais pouvoir faire dans l'ordre. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est que en fait j'ai mes petites fiches comme ça, avec tout ce que j'en ai pensé. Depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner pour chercher les pages et tout. Là au moins je peux faire dans l'ordre. On va commencer du coup avec le premier tome du manga Le Palais des Assassins, que je vous mets juste ici. Quand le manga est sorti, c'est vrai qu'il a beaucoup été comparé du coup forcément au Carnet de l'apothicaire, puisqu'on est quand même sur à peu près le même thème de base, même si c'est plus ou moins différent quand même je trouve. Là où les Carnets de l'apothicaire se concentrent plus du coup sur le côté apothicaire, création de potions et tout. Là pour le Palais des Assassins, on est clairement sur un protagoniste qui est une protagoniste, Karine, qui est clairement dans l'envie d'effacer un petit peu, puisqu'en fait a un père qui est très connu pour être pas très sympa, qui est donc un assassin. Et elle en fait quand elle vient travailler au palais, elle a envie de se faire des copines et tout, mais en fait les gens ne veulent pas être copines avec elle, puisque c'est quand même, voilà, c'est la fille d'un assassin, donc ils ont un peu peur et tout. Et on est donc du coup voilà sur deux choses assez différentes, mais le thème global des palais impériaux et tout, c'est la même chose. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup comparé. Et je trouve que justement, bon je sais pas si je devrais comparer ou pas, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait pas comparer, mais je vais le faire quand même. Je trouve que les deux personnages, donc Mao Mao et Karine, sont des personnages qui ont un peu la même ambiance, dans la mesure où Mao Mao justement c'est un personnage qui a pas de filtre, qui dès qu'elle pense quelque chose va le dire, même si c'est quelque chose de déplacé elle va le dire. Bah, justement j'ai l'impression que Karine c'est un petit peu la même chose. En tout cas dans la lecture du premier tome j'ai eu cette impression là de me dire genre ouais en fait elle a pas de filtre et tout, c'est hyper sympa. Donc du coup ça rend le truc hyper drôle parce que des fois elle dit des trucs genre les gens la regardent en mode... Et pour elle c'est tout à fait normal. Donc j'ai bien aimé ça. Bon, à la base du coup je suis très fan des Carnets de l'apothicaire, donc c'est vrai que le fait que ce soit un petit peu dans la même ambiance ça joue. Mais j'ai bien aimé, genre j'ai vraiment trouvé ça hyper cool. Actuellement je sais pas combien de tomes il y a, je vous avoue je me suis pas renseignée puisque celui-là je l'ai lu quand j'étais en Espagne. Je me suis pas renseignée sur combien de tomes il y a, mais je prendrai la suite je pense quand même pour pouvoir lire, parce que franchement j'ai trouvé que c'était hyper cool et celui-ci m'a convaincu. On passe du coup au premier tome, j'ai fait beaucoup de premiers tomes pour tenter des trucs et tout. Au premier tome de Today's Burger du coup, qui est un manga culinaire. C'est un manga en fait qui parle plutôt de quelqu'un qui ouvre un restaurant d'hamburgers et on suit justement ça. C'est un manga à ne pas lire si vous avez faim, parce que franchement il donne vraiment envie, les planches elles sont super bien faites. Vous avez vraiment envie de manger le burger. Vous avez des recettes d'ailleurs dans le truc, vous pouvez refaire les burgers je pense, en vrai il y a moyen de les refaire. C'est un manga qui est hyper cool, un petit peu dans la même vibe du coup que Food War. Évidemment je dis qu'il fallait pas comparer mais je compare quand même. C'est pour vous donner en fait une idée, si jamais vous aimez bien Food War, vous risquez d'aimer Today's Burger, mais c'est plus centré du coup sur les burgers et ils se mettent pas tout nus, c'est important. Mais j'ai bien aimé du coup Today's Burger, je trouve que c'était hyper intéressant à découvrir et effectivement c'est un bon manga si jamais vous aimez bien manger. Je vous en ai parlé tout à l'heure mais évidemment Dragon Ball. Je pense qu'on peut pas faire sans. J'ai lu du tome 1 au tome 6, du coup j'ai pas fait de fiche résumée là actuellement, j'en trouve pas, en tout cas j'en ai pas fait parce que on est quand même assez sur un truc assez classique, donc je me rappelle, j'ai beaucoup aimé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait Dragon Ball je trouve que c'est très drôle. Je m'attendais pas à ce que ce soit très drôle, pour moi c'était quelque chose de plus sérieux. Je crois que mon père m'a dit que par la suite ça devenait plus sérieux. Là on est vraiment sur l'enfance de Sangoku, donc forcément il est un petit peu jeune et tout, enfin il est un peu... Il est jeune quoi, donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa à lire, donc tome 1 au tome 6, donc j'ai pas énormément avancé dans l'histoire, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite. Bon il y a 45 tomes je crois, ou 43, donc je me suis empêtrée dans un truc. Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était hyper cool. Et encore une fois comme je vous dis, moi ce que j'aime beaucoup c'est quand il y a une petite touche d'humour comme ça, où on n'est pas dans un truc très sérieux. Autant j'aime les lectures très sérieuses, très gore etc, mais autant j'aime aussi bien des fois avoir un peu d'humour dans les mangas, ça détend un peu. Et j'ai trouvé du coup que c'était hyper sympa. On passe à un one shot qui m'a fait mal au cœur. C'est Avec toi du coup, qui est un manga, un one shot, donc du coup donc vous avez qu'un seul tome, sur un chat, puisqu'en fait on est donc avec un jeune garçon qui un jour marche dans la rue et il trouve un chat qui ramène chez lui, donc un chaton qui ramène chez lui. Il veut absolument le garder, genre pour lui c'est une évidence, et c'est vrai que ça passe pas trop avec son père ne veut pas le garder. De fil en aiguille en fait le chat reste à la maison et donc on suit en fait l'évolution des personnages tout autour de ce chat là. On a déjà en fait les personnages qui sont donc des enfants, ensuite par la suite ils grandissent, ils sont adolescents, puis ensuite ils vieillissent, et en fait c'est un slice of life, donc on suit ça. Il n'y a pas grande chose à noter puisqu'en fait slice of life c'est le déroulé de la vie, c'est voilà, il se passe des trucs quotidiens, ils vont au travail, ils font leur vie, leurs études, ils se marient etc. Et on a donc du coup toute la vie de nos personnages qui se font autour de la vie du chat, et c'est touchant en fait, que je vous ai dit quand je vous dis qu'il m'a brisé le cœur, c'est pas tant l'histoire en soi puisque ça reste du slice of life, mais vous le savez, hein, je vous en ai parlé, moi j'ai perdu mon chat il y a pas très longtemps, ça fera 2 ans en octobre, et c'est vrai que justement j'ai du mal maintenant avec les trucs qui touchent justement
la fin de vie d'un animal, même si c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Maintenant j'ai du mal, ça me ramène toujours à ça et j'aime pas trop. Et ça reste quand même un très bon manga, malgré tout. Ça reste du slice of life sur un chat, j'ai beaucoup aimé. Et si vous êtes un petit peu moins sensible que moi, vous l'aimerez encore plus que moi, même si je lui ai mis 5 étoiles parce que j'ai trouvé génial. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas, donc je me permets de vous en parler évidemment parce que je connaissais pas et peut-être vous connaissez pas non plus. Et que c'est une bonne lecture, donc au moins vous pouvez le rajouter à votre liste de lecture. Vous me remercierez pas du coup pour le côté finance, hein, mais au moins je vous partage des trucs que vous connaissez peut-être pas. J'ai enfin fini. J'ai fait exprès, mais j'ai enfin fini du coup Alice in Borderland. J'ai fait exprès de le tirer autant, vous le savez, j'ai tellement aimé la série Netflix que je devais lire le manga et en fait le manga je l'ai tiré au max que j'ai pu, je l'ai tiré sur un an je crois, parce que j'aime tellement Alice in Borderland que genre je voulais vraiment pas quitter cet univers là. C'est un univers dystopique pour si vous connaissez pas, avec du coup nos protagonistes qui sont dans une sorte d'univers parallèle. Je sais pas trop comment on dit. Et en fait ils doivent participer à des jeux pour gagner des points de vie et c'est ça, c'est incessant, c'est ça tout le temps. Sauf que les jeux sont pour la plupart du temps mortels et du coup on suit Arisu, donc Alice, à travers ces différents jeux. Par rapport à la série, si jamais vous voulez un petit peu savoir, même si vous avez vu la série, vous pouvez quand même lire le manga, vous allez pas vous ennuyer. Notamment parce qu'en fait les jeux sont pas tous pareils. Il y a plus de jeux dans le manga, donc c'est un petit peu plus cool, notamment si, comme je vous dis, comme moi vous avez beaucoup aimé la série. La série en fait ils ont gardé vraiment les jeux les plus importants, mais vous avez quand même dans le manga quelques jeux qui n'ont pas été évoqués dans la série. L'histoire reste la même hein, évidemment, ça termine exactement comme la série. Et il y a, je crois que c'est 2 spin-offs qui ont été faits. Actuellement je ne veux pas lire les spin-offs parce que comme je vous dis, moi je suis très fan de la série, donc j'aimerais la découvrir visuellement avant d'attaquer le manga, mais je ne sais pas quand est-ce que ça sort. Il y avait eu des pourparlers qui disaient que ça aurait pu être fin d'année. Je crois que ça n'a pas été confirmé il me semble, d'autant que la fin d'année va être très chargée en termes de sortie de séries, ça va être une dinguerie, notamment Squid Game, il y a aussi All of Us Are Dead, enfin bref c'est pas une vidéo sur les séries mais ça va être très chaud et du coup je sais pas quand est-ce que ça aura lieu, donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrais lire la suite, mais en tout cas c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, enfin toute la saga a pris 5 étoiles, genre il n'y a pas un seul tome qui a pris moins parce que c'est incroyable. Moi j'aime beaucoup les survival, vous le savez, voilà, j'ai un certain feeling avec ça, donc je vous conseille évidemment de le lire, surtout si vous avez aimé la série, aussi si vous n'avez pas regardé la série. Si vous n'avez pas aimé la série, bon lisez pas hein, mais moi j'ai beaucoup aimé. On passe à une saga complète, c'est Starving Anonymous, donc du tome 1 au tome 7, j'ai tout lu. Pareil j'ai essayé de tirer un petit peu, j'ai pas tout lu à la suite, j'ai essayé de tirer au maximum parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé également. Starving Anonymous, on est donc du coup sur un manga plutôt dystopique, je pense, on peut dire. C'est pas du post-apocalyptique ou quoi, c'est genre vraiment plutôt de la dystopie où en fait nos personnages principaux, je vais arrêter de dire protagonistes, je vais changer un petit peu, ont été kidnappés et ont été donc du coup endormis et amenés dans une sorte d'entrepôt gigantesque. Et quand ils arrivent dans l'entrepôt, ils se rendent compte que l'entrepôt est un peu particulier parce qu'il y a des gens tout nus partout et qui ont en fait des tuyaux qui les gavent. Voilà, donc ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils cherchent à comprendre le pourquoi du comment. Ça m'a beaucoup fait penser à une version plus mature, mais beaucoup plus mature que The Promised Neverland. C'est une saga de manga que j'avais beaucoup aimée qui est en 20 tomes. C'est la première saga que j'ai au complet chez moi. Genre il me manque que les tomes spéciaux, mais en termes de tomes classiques, c'est la première saga que j'ai complet chez moi. Qui était très bien. Et en fait c'est le même thème principal. Voilà, si vous avez lu The Promised Neverland, pardon, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est une très bonne saga, Starving Anonymous, parce qu'on a justement ce côté là où on aborde un sujet qui moi me fait beaucoup penser à une métaphore des animaux, hein, de la place des animaux dans la société, hein. Écoutez on va y aller hein, mais la place des animaux dans la société, un petit peu tout ce qu'ils subissent etc, transposé sur des humains, donc un petit peu vous savez la version inversée on va dire. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une très bonne saga qui est un petit peu gore et tout. Il y a aussi un petit peu d'humour mais très peu hein. Plutôt sur un truc assez sérieux, mais ça vaut le détour. Si jamais vous connaissez pas, franchement ça vaut le détour. Et sachez qu'il y a la version Reloaded qui va sortir bientôt. Pas trop de quoi ça va parler, c'est un spin-off, mais je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas ça va parler, du coup ça va traiter le même sujet. Je sais juste pas si est-ce que du coup on va suivre des personnages différents, je sais pas du tout, mais ça sort fin d'année je crois il me semble. Suite à la lecture du résumé, j'ai voulu tenter un roman graphique, je pense que ça s'appelle un roman graphique ou une BD, je sais pas trop en fait la différence entre les deux. Un truc graphique en tout cas, on va dire BD, pour que ce soit plus simple. J'ai voulu tenter le premier
tome de Stillwater. Donc c'est en fait une BD qui traite en fait une sorte de une petite bourgade qui est un petit peu excentrée et qui du coup en fait quand vous allez là-bas vous ne pouvez pas mourir. Et notre personnage principal est un homme qui en fait est né à Stillwater et qui revient suite au décès de sa tante je crois, pour une question d'héritage. Il revient dans la ville et en fait il comprend pas tout ce qui se passe. Et c'est vrai que, j'ai bien aimé l'ambiance parce que c'est une ambiance horrifique évidemment. On parle quand même d'un village où c'est que les gens cherchent à se tuer mais n'y arrivent pas. Donc on a notamment par exemple des gens qui sautent des immeubles, on a des gens qui essaient en fait de mourir mais n'y arrivent pas. Donc c'est quand même un petit peu une ambiance assez glauque. Maintenant, outre ça, je trouve que ça manque de régularité, ça manque de fil conducteur en fait. Vous avez des passages qui sont hyper intenses et vous avez des passages où il se passe rien du tout. Et je vous l'ai déjà dit en fait, moi j'ai un taux de concentration qui est assez faible. Des fois je lis mais je lis pas ce que je lis, genre je lis mais j'intègre pas. Et en fait le problème avec ces mangas là qui sont, ou BD là, ou romans là, qui ont un manque de continuité et qui sont pas linéaires en fait, qui ont plutôt des courbes en fait de lecture avec des passages à blanc, ça me déconcentre très rapidement et je peux complètement passer à côté d'une lecture. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Nigoroshi, et ça s'est passé aussi avec je ne sais plus quoi, je me rappelle plus, mais en tout cas ça m'arrive avec quand même pas mal de trucs. Et le dernier en date c'était Onigoroshi, c'était tellement peu linéaire que j'ai du mal à me concentrer et j'ai complètement, je me rappelle même plus. Là pour Stillwater je me rappelle parce qu'en fait j'avais été très déçue. Le synopsis, le résumé il donne vraiment envie. On parle de ça, je me dis mon dieu mais ça va être incroyable, et en fait en lisant ça m'a pas donné envie de lire la suite. Je pense que je lirai quand même la suite parce que je crois qu'il y a que 3 tomes donc c'est pas très long. Mais pour moi ça manque de quelque chose en fait. J'ai espoir quand même que du coup le premier tome ait été un embranchement pour la suite et que du coup les prochains soient meilleurs. Mais je me dis aussi c'est possible que ce soit pas le cas. Et ça me déçoit un petit peu parce que je vous jure que vraiment pour le coup le résumé il donnait vraiment envie. Mais malheureusement des fois ça ne le fait pas. Ici on va parler du premier Hideshi Inno que j'ai lu. Hideshi Inno, si vous ne savez pas, c'est un mangaka et le premier que j'ai lu c'est Le Cadavre Vivant. Alors la force de Hideshi Inno justement, je trouve que c'est son style graphique face au récit. Parce que donc pour Le Cadavre Vivant, son nom l'indique, hein, c'est un cadavre qui se réveille un jour et qui comprend pas. En fait, il comprend pas ce qui se passe, il dépérit, hein, il dépérit clairement. Mais pour lui, il n'est pas vraiment mort. Et du coup, il cherche à retrouver sa vie d'avant. Et en fait, justement, on a donc du coup un résumé qui est quand même assez gore, assez trash. Et pour le coup, le style graphique d'Hideshi Inno, il est très enfantin. En fait, ces personnages sont très ronds, avec des yeux très ronds, un visage très rond, un corps très rond. Des trucs que pourrait dessiner un enfant, enfin... J'exagère quand je dis ça, mais c'est pas des dessins très fins. C'est pas des dessins par exemple à la Copélion où vous allez avoir des personnages voilà, qui sont très humains. On est plus sur des personnages très comme si un enfant l'avait dessiné. De toute façon vous voyez à la couverture. Et c'est ça qui fait sa force je trouve, parce que vous êtes surpris. Moi j'ai bien aimé Le Cadavre Vivant, c'est pas mon préféré. Je vous parlerai après de mon préféré, mais Hideshi Inno c'est ça, c'est ça qui est fort chez lui je trouve, c'est justement cette ambivalence entre le style graphique et l'histoire en fait. Donc j'ai bien aimé celui-ci, très contente de l'avoir découvert d'ailleurs cet été et j'en ai lu beaucoup de lui. Je me suis fait déjà pas mal, je crois qu'il m'en manque 2 à lire il me semble, donc j'ai quand même pas mal lu et je trouve ça très bien. Ensuite j'ai lu le premier tome, je vous ai dit j'ai fait beaucoup de premiers tomes de Sacrificial Vote qui est en fait un survival du coup dans une école. J'aime beaucoup les survival, vous savez, je me suis tapé je ne sais combien de survival, je n'en reviens jamais, hein. Je continue toujours à lire des survival et en fait Sacrificial Vote m'a fait penser un petit peu à Pyramid Game que j'ai vu il y a pas très longtemps du coup, qui est une série coréenne je crois, ou japonaise, un des deux, je sais plus. En fait ça m'a fait penser à ça. Le premier tome était bien, genre c'était pas mal, mais rien d'exceptionnel non plus. Ça reste un survival, donc bon ça coche tous les codes on va dire du survival, donc voilà, pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait rien d'exceptionnel non plus, donc voilà. Si jamais vous aimez bien les survival et que vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une dinguerie quoi. Il y a rien qui le démarque d'autres survival par exemple. On passe à une lecture bizarre, hein, je vous préviens d'avance, c'est quand même assez étrange. C'est Virgin Dog Revolution, j'ai lu le tome 1 et tome 2, il y a 2 tomes, donc c'est l'intégrale. Et en fait, Virgin Dog Revolution, avec l'accent anglais, c'est bizarre. C'est très bizarre. On est avec un mec chien qui décide de se venger de ce que lui a fait subir la vie et qui du coup décide de lier les animaux contre les humains. Donc il commence un petit peu à faire une sorte de révolution au sein des animaux, à leur dire que les humains sont horribles, qu'ils se servent d'eux, qu'ils leur veulent du mal, etc. Et vous avez vraiment du coup cette révolution là qui est mise en place par notre protagoniste chien. Et c'est un humain à la base, hein, le chien quand même, il a vraiment un corps d'humain et de chien en même temps. Genre il est debout, c'est un chien debout avec un corps d'humain. C'est assez bizarre, vous voyez sa tête ici. Moi ce qui m'a intrigué
intriguée, c'est évidemment du coup forcément la couverture qui m'a tout de suite parlé et j'étais en mode ce truc a l'air bizarre, je veux le lire. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que justement c'est très bizarre en fait. Vous savez pas pourquoi vous le lisez, mais vous continuez à le lire parce que au final c'est pas si mal que ça. L'histoire est hyper bien et en fait le tome 1 pourrait terminer l'histoire mais ils ont voulu faire un tome 2, une sorte du coup de sorte de vengeance entre guillemets. Et j'ai bien aimé. C'est très bizarre mais je vous le conseille parce que je trouve que ça vaut, en termes de bizarrerie, ça vaut le coup. Ensuite, l'enfant insecte de Hideshi Ino, évidemment, du coup, je vous ai dit, j'en ai lu beaucoup. L'enfant insecte, c'est le deuxième que j'ai lu, il avait été recommandé je ne sais plus par qui sur les pires mangas, les mangas les plus horrifiques, je sais pas quoi. Écoutez, encore une fois, pareil, on est du coup sur un manga où les dessins contrastent énormément avec l'histoire, puisque dans cette histoire-là, il s'appelle Sanpei, le petit garçon, qui d'un seul coup devient, enfin d'un seul coup non, se transforme petit à petit en insecte, et forcément en fait, ses parents, ils sont un peu en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un enfant qui aime bien attirer l'attention parce que il est un peu moins bien vu que son frère ou sa soeur, je sais plus si c'est un frère ou une soeur, mais du coup c'est un peu l'enfant qui est là et que les parents voilà ils sont un peu moyen avec lui. Et du coup on a un petit peu voilà cette envie pour lui d'exister et tout, et là pour le coup il se transforme vraiment en insecte et eux ils sont en mode oh, tu veux attirer l'attention et tout, sauf que quand ça se passe ils veulent plus qu'il sorte puisque c'est un insecte et ça nuirait à la famille, et jusqu'à en fait finalement le fait que les parents ne supportent plus vraiment ce qu'il devient et il se passe ce qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était très bien, c'est un de mes préférés, si ce n'est... Oui, si c'est un de mes préférés, c'est pas mon préféré, c'est un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé, l'histoire est hyper intéressante, j'ai trouvé qu'il était très cool. Donc celui-là je le préfère par rapport au cadavre vivant, même si le cadavre vivant était hyper cool. On passe ensuite à Panorama de l'enfer, toujours de Hideshi Ino, toujours de l'horreur. Et là pour le coup on suit en fait un peintre qui présente différentes de ses œuvres, donc des œuvres voilà, qui sont assez étranges hein, tout de même. Et en fait sa dernière œuvre sera le Panorama de l'enfer. Il décide donc du coup de dessiner ce panorama là qui est très glauque. Donc en fait c'est un manga qui est très perturbant encore une fois parce qu'on a toujours ces dessins assez enfantins et à côté l'histoire qui est quand même assez impressionnante. Pareil c'est une très bonne lecture celui-ci. Bon comme je m'y attendais j'ai été obligée de changer ma batterie donc ça a peut-être potentiellement un peu bougé. J'espère que ça ira. Mais à mon avis ça a un peu bougé et je commence un peu à briller également. Ça fait 1 heure que je filme. Bref, du coup, on va passer du coup à Pumpkin Night. J'ai lu le tome 4, je vous ai présenté les autres tomes dans d'autres vidéos précédemment, je saurais pas vous dire exactement quand. Pumpkin Night, évidemment, ça reste toujours pareil, c'est très gore. Il faut vraiment pour le coup être accroché quand même parce que c'est très graphique. Mais moi j'aime beaucoup. Pumpkin Night, ça reste pour moi quand même, je pense, une valeur sûre en termes de lecture d'horreur, notamment si vous aimez l'horreur gore et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé également le tome 4, je peux pas trop vous en dire parce que malheureusement, au plus on avance dans l'histoire, au moins je peux vous en dire pour éviter de vous spoil, mais encore une fois ça reste une très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et évidemment je vous ferai une revue, c'est prévu que je vous fasse une revue sur Instagram pour le mois d'octobre avec Tony notamment, et j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'ai trouvé ça très bien quand même. Pumpkin Night pour moi comme je vous dis c'est vraiment une valeur sûre. Si vous connaissez pas, lisez-le. On revient avec Hideshi Ino, je vous ai dit j'ai lu énormément de ses œuvres, et on passe du coup à Onimbo qui est donc du coup l'œuvre que j'ai le moins aimée de Hideshi Ino. Moi c'est ce que j'ai le moins aimé parce que je l'ai trouvé très long. C'est la seule œuvre de, enfin en tout cas la seule que j'ai lue qui fait 400 pages et c'est vraiment un pavé, alors voilà, il faut vraiment être sûr de soi quand on fait ça. Et pour moi ça l'a pas vraiment fait parce que je trouve que sur ces 400 pages là, on est sur quelque chose de très redondant. J'ai pas trop accroché avec celui-ci. Pourtant j'ai adoré les autres, mais Onimbo pour moi ça l'a pas fait. J'ai mis 3 étoiles hein, donc c'était quand même une bonne lecture. Au début c'est sympa mais c'est vrai que ça se fait vite longuette en fait. Onimbo c'est celui que je vous conseille le moins de Hideshi Ino. Celui que je vous conseille le plus, on va y venir après, ce sera le chat noir. Mais en attendant on va parler de Mother Parasite. Mother Parasite j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Mais pourquoi me direz-vous? En sachant que j'ai défoncé le tome 1, défoncé le tome 1, défoncé le tome 2. Là où en fait j'ai eu du problème avec moi le Mother Parasite à la base, c'est que je trouvais ça bizarre. En fait, Mother Parasite c'est le genre de lecture, je vous l'avais dit quand je vous ai parlé du tome 1 et du tome 2, que vous lisez parce que ça vous intrigue, il y a quelque chose qui vous donne envie de savoir, mais vous n'aimez pas ce que vous lisez, ok? Genre, c'était vraiment hyper bizarre, on avait un enfant qui avait envie de prendre le sein de sa mère qui avait 40 ans, lui il en avait 20, enfin bref, c'était vraiment bizarre. Et en fait, le tome 3 et le tome 4 m'ont fait complètement changer d'avis au sujet de Mother Parasite, puisque là on n'a plus trop de scènes vraiment très bizarres et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Le tome 3 et le tome 4 sont pour moi les meilleurs tomes qui ont été faits jusqu'à maintenant, le 1 et le 2 n'étant pas très bien, c'était pas terrible, c'était pas horrible non plus parce que je crois que j'avais mis 4 étoiles il me semble, ou 3, je sais plus, j'avais pas mis 5 en tout cas c'est sûr, alors que le tome 3 et le tome 4 prennent 5 étoiles clairement. On a un antagoniste qui vient, donc du coup forcément
c'est quand les antagonistes viennent que forcément ça commence à bouger un petit peu. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Je sais pas quand est-ce que ça sort, j'ai pas regardé. Mais j'ai vraiment hâte parce que je trouve que pour le coup là ça commence un petit peu à aller mieux. Hyper hâte, pardon, de lire du coup la suite. Ensuite j'ai voulu tester Who's Next, le tome 1, parce que ça me donnait envie. Donc c'est de l'horreur aussi. C'est un groupe d'élèves qui est coincé en fait dans une école suite à une épidémie qui a fait développer des monstres dehors. Et en fait ils se disent écoute on est là, il faut que quelqu'un se dévoue à chaque fois pour se suicider pour qu'on puisse rester en vie plus longtemps quoi, ça serait bien. Et du coup ça parle de ça. J'ai bien aimé parce qu'il y a encore une fois un côté un peu survival, pas directement du survival mais un petit peu quand même parce qu'il pousse quand même les gens à mourir, hein, voilà. Et ça en fait ça m'a fait penser un petit peu, cette boucle d'oreille m'énerve à tourner, ça m'a fait penser un petit peu à Sweet Home. Le côté un peu building, un peu on est coincé, il y a des bêtes dehors et tout. Pareil Sweet Home c'est une série que j'aime beaucoup donc forcément j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que du coup le tome 1 met en place petit à petit les choses. Ça pourrait être plus rapide mais peut-être qu'en plus rapide ça froisserait un petit peu. Moi en tout cas je trouve que c'est sympa. Je lirai la suite. Je sais pas combien il y a de tomes, je crois qu'on est rendu au 3 ou 4 il me semble. Je lirai la suite, c'est pas mal. Voilà. Le dernier Hideshi Ino que je vais vous présenter c'est Le Chat Noir. Je vous en ai parlé un petit peu plus juste avant. C'est mon œuvre préférée de Hideshi Ino parce que on suit du coup un chat noir qui s'aventure dans différentes familles et qui nous montre un petit peu ce qui se passe chez les autres. Pas spécialement des trucs hyper cool, hein. Il y a des trucs un petit peu gore, un petit peu difficiles, mais toujours d'un point de vue d'un animal. Donc du coup il y a toujours l'intervention du petit chat, puis dès qu'il se passe un truc un petit peu bizarre, hop il change de maison donc on le suit. J'ai bien aimé ce côté là parce que ça me fait penser un petit peu aux trucs d'anthologie, moi j'aime beaucoup les trucs d'anthologie. Donc du coup ouais, j'ai beaucoup aimé celui-ci, c'est vraiment mon préféré parce qu'il touche plusieurs histoires et du coup c'est plus facile de se retrouver je trouve quand vous avez un recueil de plusieurs histoires mais toutes sont reliées par le chat noir donc c'est hyper bien. Celui-ci c'est comme je vous dis mon préféré, celui que je vous conseille le plus de Hideshi Ino même si vous commencez, hein. Franchement même si vous commencez je vous le conseille énormément. Et le dernier, je l'ai en physique hein, mais il est dans la chambre à côté, j'ai trop la flemme de me lever. C'est le tome 3 de Mes 100 contes mortels que je vous mets juste ici. Mes 100 contes mortels j'ai déjà beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 ne déroge pas à la règle, j'ai toujours beaucoup aimé. C'est pour moi une des séries d'anthologie les plus intéressantes, ça j'adore. Contrairement au Manoir de l'horreur qui est pareil une série d'anthologie d'horreur, je trouve qu'on est plus sur quelque chose de plus frais, de plus jeune. Ça se voit que ça a été écrit il y a pas très longtemps, que le Manoir de l'horreur ça se voit que ça a été écrit il y a longtemps. Et sinon très bien, j'aime beaucoup. Et en fait ce qui je trouve change dans ce tome là par rapport aux autres tomes, c'est que donc on a Yuma qui nous raconte toujours les histoires. Pour ceux qui connaissent pas en fait les 100 contes mortels, c'est le jeune Yuma qui décide en fait de se procurer justement ce livre des 100 contes. Et en fait la légende dit que à partir du tome 100, enfin au fur et à mesure que vous lisez, dès que vous arrivez au 100e conte, vous perdez la tête et il y a un fantôme qui arrive je crois. En fait on commence petit à petit à voir la décrépitude de Yuma, on voit qu'il commence à avoir des comportements bizarres, on voit que tout change en fait. C'est le premier tome dans lequel on voit ça. On voit qu'il commence un petit peu à avoir des trucs un peu bizarres, un peu plus bizarres parce qu'on est sur du plus quand même. Donc évidemment j'ai beaucoup aimé. Et le tome 5 est sorti hier, je devais aller le chercher aujourd'hui mais j'ai pas pu y aller. Je suis un peu dépitée mais c'est pas grave, j'irai le chercher la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est pas très grave. Mais du coup ouais ça vaut vraiment le coup, Mes 100 contes mortels j'aime beaucoup. Et le tome 3 évidemment était très bien. Voilà, après avoir parlé pendant je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, genre là il est 10h27 donc 10h30, je crois que j'ai commencé à parler c'était 9h, donc si ça fait 1h30 que je parle ça m'étonne pas que j'ai la gorge en feu. Mais je vous ai tout présenté, par contre plus jamais hein, autant d'un coup hein, parce que sinon je m'en sors pas. Mais je suis contente parce que comme je vous dis en fait ce que j'aime beaucoup moi dans les bilans lecture comme ça, c'est que ça me permet de vous présenter des œuvres que j'ai lues, vous donner mon avis dessus et aussi potentiellement vous faire connaître des trucs que vous ne connaissiez pas mais qui pourraient vous toucher dans les trucs que vous aimez lire par exemple. Notamment j'essaye moi de lire, bon je lis beaucoup d'horreur mais j'essaye de lire quand même des trucs assez diversifiés des fois et c'est vrai que ça me permet aussi de faire des découvertes et j'aime beaucoup aussi regarder les bilans lecture des autres parce que ça me permet de découvrir également des choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle doit être très longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment, quelles sont vos lectures marquantes, est-ce qu'il y a des trucs que vous me conseillez, voilà un petit peu tout ça, partageons lecture dans les commentaires, ça va être hyper cool. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.